Waouh! Coucou les petits angoissés. Aujourd'hui, nous allons traiter l'histoire d'un jeune juge qui va se retrouver, malgré lui, mêlé à une histoire de malédiction. C'est parti. N'y va pas, John! John Chambers se retourne vivement vers sa femme Agatha. 29 ans, les cheveux blonds coupés courts, il a gardé quelque chose d'enfantin dans l'expression. Mais en même temps, on sent en lui une grande force morale qui n'est pas très loin de la dureté. Ma pauvre Agatha, t'es parfaitement ridicule. Agatha Chambers se met à sangloter. Elle est l'opposé de son mari sur le plan du caractère. Il est encore temps, n'y va pas. John Chambers rajuste sa cravate dans la glace. Il a un ricanement. Mais comment donc? Mes supérieurs, mes collègues et mes subordonnés m'attendent. Les journalistes sont là. Car il y aura des journalistes. Tu peux en être certaine. Et moi, je me déroberai juste au moment de prendre mes fonctions. Et tout ça pourquoi? Parce que ma femme a peur? J'ai raison d'avoir peur, John. Je ne pense pas. Ce poste est maudit, tu le sais parfaitement. John Chambers met sa veste et sourit dans le miroir. C'est ce que s'imaginaient les autres, et c'est pourquoi j'ai pu l'obtenir à 29 ans. Tu te rends compte d'un début de carrière? J'ai peur qu'elle ne soit pas longue. Ça suffit, Agatha, tu dis des bêtises. Va me chercher mon par-dessus. Agatha Chambers s'exécute, en aidant son mari à s'habiller. Elle murmure encore. Mon pauvre John. John Chambers l'embrasse et s'en va d'un pas assuré. Ce matin du 18 février 1960, il va prendre ses fonctions de juge au tribunal correctionnel d'Eastbourne, dans le Sussex, en Angleterre. « Monsieur Chambers! Monsieur Chambers !» John Chambers sourit, tandis qu'éclatent plusieurs éclairs de flash. Il répond de bonne grâce aux questions. « Les 5 juges qui occupaient ce poste avant vous sont morts en l'espace de 9 mois. Pensez-vous qu'ils ont été assassinés ? Non, il s'agit de mort naturelle. D'ailleurs, il n'y a pas eu d'enquête à ce sujet. Ne croyez-vous pas que c'est en raison d'un de leurs dossiers? Ce serait possible à la rigueur pour un président d'assises, pas en correctionnel. Éliminer d'une manière machiavélique 5 magistrats pour une affaire de coups et blessures ou de mauvais voisinage, c'est du roman. Alors, de quoi s'agit-il selon vous? D'une coïncidence, uniquement une coïncidence. Maintenant, messieurs, excusez-moi, j'ai du travail. Un dernier mot, monsieur Chambers. Avez-vous peur? Non. Et le juge John Chambers gravit au pas de gymnastique les marches du palais de justice d'Eastbourne, accompagné de commentaires à mi-voix. En voilà un qui n'a pas froid aux yeux. N'empêche, je n'aimerais pas être à sa place. George Miller, greffier depuis 35 ans au tribunal correctionnel d'Eastbourne, est l'incarnation même du fonctionnaire de justice dans ce qu'il a de plus terne, voire de plus poussiéreux. Avec sa redingote usée qu'il s'obstine à porter en 1960, il est vrai que cela se fait encore à l'époque, en Angleterre. Il a tout d'un personnage de Courteline. Mais George Miller, sous son apparence sans éclat, cache une vive sensibilité. Il s'est toujours attaché au juge qu'il a eu comme supérieur, et le moins qu'on puisse dire est qu'il n'a pas été récompensé. 5 en si peu de temps. Le premier, c'était presque normal, une crise cardiaque à la veille de sa retraite. Mais les 4 autres, tous morts subites. Et ils étaient de plus en plus jeunes. Pourtant, le deuxième, crise cardiaque aussi. Le troisième, accident d'auto. Le quatrième, une noyade pendant les vacances. Et le 5e est mort d'une grippe il y a juste 1 mois. Mourir d'une grippe, à même pas 40 ans. George Miller regarde arriver le juge Chambers. Son aspect juvénile le frappe aussitôt. Malgré le respect qu'il doit à son supérieur, il ne peut s'empêcher de murmurer. Le pauvre petit. John Chambers serre vigoureusement la main du greffier. Je suis sûr que nous allons nous entendre. Et pour commencer, je ne veux pas un mot sur ces histoires. Pourtant, monsieur le juge, pas un mot, je vous ai dit. George Miller ne peut qu'obéir. Il se met au travail et ce n'est pas ce qui manque. Il faut sortir les dossiers, les expliquer au juge, lui dire quelles sont les affaires qui sont en souffrance en raison du décès brutal de son prédécesseur. La journée tout entière est consacrée à cette mise au point. Pendant ce temps, George Miller n'a cessé de soupirer. Aussi, Chambers finit par le prendre en pitié. Avant de quitter son bureau, il s'approche de lui. « Eh bien, dites-moi donc ce qui vous tient réellement à cœur. » Le greffier a une expression de soulagement. « Vous comprenez, monsieur le juge, ce n'est pas pour moi, c'est pour vous. Il faut que vous sachiez. » « Que je sache quoi ? » ?»« La raison de la mort de vos prédécesseurs. » Comme tout à l'heure avec sa femme, John Chambers a un ricanement. « Je dois vous prévenir par avance que je n'y crois pas, mais puisque vous y tenez. » George Miller regarde intensément son interlocuteur. On voit qu'il s'emploie de toutes ses forces à le convaincre. Personne ne sait, monsieur le juge, même pas les journalistes. Personne sauf moi. C'est normal. Pour savoir, il faut avoir été tout près de ce qui se passe.
Je l'avais dit à votre prédécesseur, mais il n'a pas voulu me croire. John Chambers a maintenant un sourire goguenard. Et alors? Quelle est cette redoutable organisation qui les a supprimés les uns après les autres? Ce n'est pas une organisation, monsieur le juge. C'est Richard Blackman. Voyez-vous cela? Mais vous m'avez montré son dossier tout à l'heure. Ce n'est pas ce divorcé qui refuse de payer sa pension alimentaire? Exactement, monsieur le juge. Chambers met vivement son chapeau sur sa tête. Vous vous moquez de moi? Au revoir. Pas du tout. Ne partez pas. Je vous en supplie. Écoutez-moi. Il y va de votre vie. Le visage du vieux greffier est tellement pathétique que le juge Chambers n'a pas le cœur de le laisser là. Il lui fait signe de parler. Voilà, monsieur le juge, tous ceux qui étaient là avant vous sont morts le lendemain du jour où ils ont condamné Richard Blackman à payer sa pension. Je m'en suis aperçu après la mort du 4e juge. Comme je viens de vous le dire, j'ai essayé de prévenir le 5e, mais en vain. Donc, vous accusez Richard Blackman de 5 meurtres de magistrats? Pas du tout. Blackman est un brave homme. Il est tout à fait incapable d'une chose pareille. Et puis, tuer un juge pour une histoire de pension alimentaire, ça n'a pas de sens. Non, c'est... comment dire? Malgré lui, il a le mauvais œil. Tous les juges qu'il condamnait doivent mourir le lendemain. Je sais que cela semble idiot, mais c'est ainsi. John Chambers frappe amicalement le dos du greffier. C'est en effet complètement idiot. Vous savez ce que je vais faire, Miller. Je vais me débarrasser immédiatement de cette affaire, et si toutefois je suis encore vivant le surlendemain du jugement, nous pourrons faire le reste de notre travail en toute sérénité. Vous me convoquerez, monsieur Blackman, pour demain? Le greffier est tout pâle. Il chuchote. Bien, monsieur le juge. Richard Blackman, 48 ans, est un homme corpulent, au teint coloré et à l'aspect jovial. Il exerce à Eastbourne la profession d'épicier. Alors, monsieur le juge, vous aussi vous tenez à me faire payer cette fichue pension? Le juge Chambers regarde son interlocuteur d'un œil froid. Je vous conseille de faire attention à votre langage. Un mot de trop et je vous accuse d'outrage à magistrat. Mais je ne dis rien, monsieur le juge. Je ne dis rien du tout. John Chambers parcourt rapidement des yeux le dossier Blackman. Voyons, vous avez été, par jugement du 15 mai 1959, mise en demeure de payer à votre ex-femme, Violette, sa pension alimentaire ou de faire 1 mois de prison. Vous avez choisi la prison. Parfaitement. Que se passe-t-il, monsieur Blackman? Vous ne pouvez pas payer? Si, j'ai de l'argent. L'épicerie marche très bien. Alors je ne comprends pas. Richard Blackman éclate de rire. Si vous connaissiez Violette, vous comprendriez. Le juge Chambers est inaccessible à ce genre d'humour. Personne ne vous avait forcé à l'épouser, que je sache. Non, c'est ce que j'ai fait de plus bête dans la vie. Et vous préférez aller en prison plutôt que de payer? Oui, j'en bave, mais je suis sûre qu'elle en bave encore plus que moi, car elle a un fichu besoin de mon argent. Le juge Chambers se lève. Il est plus glacial que jamais. Comme vous voudrez. Nous sommes le 19 février. Je fixe le jugement au 21. Si vous ne changez pas d'attitude, monsieur Blackman, j'ai le regret de vous dire que vous serez condamné. Richard Blackman regarde le jeune juge. Il sait qu'il doit peser ses mots. Si ce qu'il dit ressemble à une menace, il risque une condamnation supplémentaire. Il se borne à répliquer. J'espère que je ne vous porterai pas malheur comme aux autres. 21 février 1960, devant le tribunal correctionnel d'Eastbourne, entièrement vide, s'ouvre le procès de Richard Blackman pour non-paiement de pensions alimentaires à sa femme divorcée Violette. Personne n'a cru bon de se déplacer pour cette comparution sans intérêt. Richard Blackman est seul, sans avocat. Le défenseur de sa femme n'est pas venu non plus, tant la cause est gagnée d'avance. Il s'est borné à envoyer une lettre au juge Chambers, qu'il est seul à juger, assisté du greffier George Miller. Ils sont donc 3 hommes, en tout et pour tout, dans la grande salle du tribunal correctionnel d'Eastbourne. 3 hommes qui pensaient en même temps à une même chose qu'ils ne se disent pas. La vie de John Chambers est, pour une raison inexplicable, peut-être en train de se jouer en ce moment. Monsieur Blackman, persistez-vous dans votre refus de payer à votre ex-épouse sa pension alimentaire? Il y a un moment de silence. George Miller regarde intensément le prévenu. Ce dernier d'ailleurs semble hésiter, comme s'il reculait devant ce qui équivaut dans son esprit à une condamnation du juge. Mais sa haine pour sa femme est la plus forte. Il lance « Jamais je ne paierai. Jamais elle n'aura un penny. » John Chambers tape sur sa table avec son maillet. « Dans ce cas, la cour vous condamne à 1 mois de prison ferme et aux dépens. » Blackman se retire sans un mot. Miller ramasse en silence les dossiers et s'en va à son tour. John Chambers se retrouve seul dans le prétoire vide. Non, bien sûr, il ne croit pas à cette histoire. Il faut avoir les nerfs fragiles comme Agatha pour être un incorrigible sentimental comme le vieux Miller pour ajouter foi à ses balivernes. Mais quand même, le juge Chambers aimerait bien être à après-demain.
22 février 1960. Ce matin-là, en se rendant à son bureau, le juge Chambers a fait un peu plus attention que d'ordinaire en traversant les rues. Lequel, selon Miller, a-t-il donc été écrasé par une voiture? Le numéro 3? Non, il n'a pas été écrasé, il a eu un accident d'auto. Et le numéro 6, c'est-à-dire lui-même, qui pourrait bien mourir écrasé. John Chambers se reprend aussitôt. Qu'est-ce qu'il était en train de penser? C'est vrai pourtant, il faut faire attention. Il n'a peut-être jamais fait aussi froid ce 22 février. Avec le verglas sur la chaussée, on peut glisser, une voiture peut déraper, et voilà. Il est pris d'un frisson et relève le col de son par-dessus. C'est son prédécesseur, le numéro 5, qui est mort d'une grippe. On peut donc mourir d'une grippe? Et s'il y a un jour à attraper la grippe, c'est bien celui-ci. Brusquement, John Chambers éprouve un malaise. Il se sent bouillant. Il a la gorge sèche, le souffle court. Son cœur bat à tout rompre. Il se demande comment ses jambes flageolantes ont assez de force pour gravir l'escalier du palais. Il est aussitôt abordé par le greffier Miller, qui arrive en courant. « Monsieur le juge? Monsieur le juge !» Devant son subordonné, John Chambers retrouve ses esprits. Voyons, qu'est-ce qui lui a pris? Comment a-t-il pu avoir ces frayeurs de gamin? Il affecte une attitude ironique. « Je sais ce que vous pensez, Miller. Eh bien, vous voyez, je n'ai pas eu d'arrêt du cœur pendant la nuit. Je n'ai pas roulé sous les roues d'un autobus. Je n'ai pas attrapé la grippe et je n'ai aucune intention de le faire avant ce soir minuit. » Mais George Miller secoue la tête, l'air excité au plus haut point. « C'est pas cela, monsieur le juge. Richard Blackman est dans votre bureau. Je préfère qu'il vous le dise lui-même. » Effectivement, le juge Chambers découvre Richard Blackman dans son bureau, l'air tout aussi surexcité que Miller. À son arrivée, il bondit de son siège et s'écrie sur un ton de triomphe « Ma femme est morte !» C'est tellement inattendu que Chambers ne trouve pas les mots pour exprimer son indignation. Blackman poursuit avec la même exaltation. « Elle est morte ce matin à l'hôpital. Ce matin, le lendemain de ma condamnation. Cette fois, ce n'est pas contre le juge, c'est contre elle que la malédiction s'est retournée. » John Chambers devrait exploser devant une telle attitude. Mais c'est plus fort que lui. Il n'y parvient pas. Richard Blackman parle toujours. « Vous êtes sauvé, monsieur le juge. Et je suis drôlement content, parce que vous m'étiez sympathique. Maintenant, il n'y aura plus de pension à payer, plus de procès. Il n'y aura pas de 6e juge sur la liste. » Le juge Chambers a retrouvé enfin le contrôle de lui-même. « Vous êtes un personnage odieux. Allez-vous-en. » Le gros épicier se retire, mais ne perd pas son sourire. « N'empêche, je suis content pour vous. Drôlement content. » John Chambers, juge de tribunal correctionnel à 29 ans, a continué une brillante carrière de magistrat. Le dénouement de cette mystérieuse affaire a été connu par Richard Blackman lui-même, qui n'a pu s'empêcher de parler aux journalistes. Ceux-ci en ont largement parlé et ont même qualifié le juge Chambers de miraculé. Sans aller jusque-là, disons que ce rescapé, d'un genre si particulier, avait eu de la chance et qu'en tirant le numéro 6, dans la série des juges au tribunal correctionnel d'Eastbourne, il était tombé sur le bon numéro. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Le jeune juge aura eu de la chance. Comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et la malédiction, s'il en est une, aura jeté son dévolu sur quelqu'un d'autre. À bientôt les petits angoissés.